Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes! Je suis aux alvéoles avec François, qui est un super pépiniériste. Ça fait un petit moment que je suis les alvéoles concernant leur formation, la pépinière, leur jardin-forêt. On va parler aujourd'hui de la gestion de l'eau. Peux-tu te présenter les alvéoles, ton activité ici au sein des alvéoles, s'il te plaît? Yes, merci Corentin de venir jusqu'à nous, c'est chouette. Je m'appelle François, donc comme tu l'as dit, je suis pépiniériste. J'ai rejoint le projet des alvéoles depuis 2016. Donc on est sur les contreforts du Vercors Sud, dans la Drôme. Les alvéoles, c'est une pépinière, mais au départ, ça a commencé comme bureau d'études. Puis, assez rapidement, ça a été organisme de formation. L'idée vraiment des alvéoles, c'est de transmettre. C'est vraiment ce qu'il y a au cœur de notre intention, c'est de pouvoir transmettre. Et puis aussi expérimenter, parce que il faut avoir des choses concrètes aussi à transmettre. Donc voilà, on expérimente plein de choses, et je crois que c'est un point sur lequel on se rejoint aussi. Les alvéoles, actuellement, c'est une SARL. Il y a 6 ou 7 personnes qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est on va dire le cœur des alvéoles. Et après, on a plein de groupes ou d'autres cercles qui gravitent autour, des équipes d'anciens stagiaires, des conseillers, des gens en local qui viennent filer des petits coups de main. Mais voilà, on a un cœur. On a commencé au départ avec Antoine. Et puis, au fil de l'eau, il y a des gens qui se sont fédérés aussi autour, qui sont motivés, où voilà, ce côté transmission, ça leur parlait. Et donc on a étoffé un petit peu l'équipe. Les alvéoles ont fait du bureau d'études, bien que ce soit un petit peu passé en second plan, et où aujourd'hui, ce qui est un peu plus en premier plan, c'est les formations. On fait des formations spécifiques sur les jardins-forêts. On fait des formations sur la gestion de l'eau. On fait encore des CCP aussi, des cours de conception en permaculture. Et puis, on fait des hybrides aussi, entre du bureau d'études et de la formation, pour pouvoir booster un petit peu les projets de toutes les personnes qui ont des jardins-forêts et qui ont envie des fois d'enclencher la seconde. Donc voilà, ça c'est des formations en présentiel qu'on fait ici. On fait des choses aussi sur les plantes. On fait une formation sur devenir micro-pépiniériste, ouais, là on apprend un petit peu tous les tips et les astuces pour devenir pépiniériste. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire là aussi au bout de quelques années de pépinière. Et puis on fait des formats pareil sur la pépinière en mode un peu plus court, des stages de greffe, des stages de multiplication sur 2, 3, 5 jours. Voilà, en mode un peu condensé. Et puis on a, avec la formation, là, avec le Covid et puis l'ère un peu informatique, on a aussi lancé 2, 3 formations. Je dis 3, mais en fait, il y en a plus, il y en a 4 de formations en ligne, en digital. La dernière qu'on a lancée, là, c'est la formation Jardin de pluie, qui est assez chouette, justement, et ça sera un peu aussi le thème, je pense, pour aujourd'hui. On a une formation jardin-forêt qu'on fait en partenariat aussi avec Rémi Kulik. Et puis, on a une formation permaculture humaine et une formation potager. C'est la formation potager qui marche le moins actuellement, mais en même temps, voilà, on est un peu plus spécialiste
sur le jardin-forêt et sur la gestion de l'eau. Donc ça nous va aussi. Même si, bah, voilà, le potager, c'est quand même intéressant pour pouvoir se nourrir les premières années, en attendant que les arbres poussent et produisent. Donc voilà, il y a tout cet aspect, formation. L'aspect bureau d'études, on en a un petit peu aussi, avec, à la fois des particuliers, des collectifs, des collectivités aussi, qu'on accompagne ou, des centres agroécologie, centres spirituels, voilà, avec toute cette dimension, autonomie alimentaire, robustesse des systèmes et faiblesse des systèmes. Et puis, ben, depuis 2018, on a lancé une pépinière et c'est plutôt, une pépinière participative dans un premier temps. Et puis finalement, j'ai basculé toute l'activité pépinière de manière un peu plus commerciale. Et puis en fait, ça correspond pas vraiment à notre raison d'être, qui est vraiment la transmission. Donc là, on est aussi en train de rebasculer en pépinière école. Donc voilà, c'est un aspect aussi dont moi je suis un peu plus responsable là, de ce côté pépinière, mais avec cette volonté aussi de pas être juste une pépinière commerciale, mais que la pépinière soit vraiment un outil pour qu'il y ait d'autres pépiniéristes qui puissent s'installer dans tous les cantons. Parce que voilà, moi le constat que je fais aujourd'hui, c'est que bah, si on veut des plantes pour les jardins-forêts, bien souvent, on est obligé de les commander d'un coin ou de l'autre, de la France, de la Belgique ou d'Europe, voire des fois plus loin. Et que bah, tout ça, ça fait tourner des avions, des camions et des voitures. Et que bah, si on arrive à avoir plus de pépiniéristes dans chaque canton, dans chaque coin, ben, les plantes ont moins besoin de voyager. Et ça fera moins de pétrole cramé pour pas grand-chose, parce qu'en fait, ben, des pépiniéristes, il pourrait y en avoir vraiment beaucoup plus. C'est un métier qui est hyper gratifiant parce qu'on est en contact avec le végétal, mais je me rends compte qu'il y a vraiment un défi aussi économique et au niveau de l'organisation, comme beaucoup de métiers agricoles, où en fait il y a une valorisation du temps de travail qui est assez faible par rapport à de l'exploitation humaine ou de l'exploitation de ressources. Ça a une moins grande plus-value aujourd'hui et c'est bien dommage. Et on arrive dans des systèmes où ben, voilà, on a tendance à plus dégrader les choses qu'à les améliorer. Et nous, c'est vraiment pas la voie dans laquelle on a envie de continuer. On a vraiment envie d'être dans la régénération des paysages et par le paysage, d'arriver à des systèmes régénératifs en se servant des plantes. Donc voilà, le fait d'avoir une pépinière au centre aussi et que ça serve la transmission et que ça serve aussi le bureau d'études, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Voilà, quoi dire d'autre sur les alvéoles? Ben, on continue de naviguer, on a toujours plein de nouvelles choses dans les cartons, des envies d'encore développer plein de choses, mais bon, on y va petit à petit aussi. Il faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Et puis, ben, il n'y a pas que les alvéoles, comme je disais, il y a d'autres groupes autour. Là, on est en train de basculer tout ce qui est d'intérêt général sur une association qu'on a créée aussi en parallèle des alvéoles, qui s'appelle l'association La Pépite. Et voilà, là, on a envie de faire un peu de recherche-développement, de faire de l'accueil, de faire tout un tas de choses qui, en fait, qu'on fait ou qu'on a fait jusqu'ici, mais plutôt de manière quasi bénévole, en fait, sans attendre de rémunération, tout simplement parce que ça nous fait vibrer. Et puis bah, là, on se dit, on est à un moment où, en fait, on aimerait aussi donner un peu plus d'ampleur à ces projets d'intérêt général. Donc voilà, on est en train de restructurer un petit peu les activités des alvéoles en direction de l'association ou avec l'association. Il y a une petite alchimie qui est en train de prendre là et qui est assez chouette.
Voilà un petit peu pour les activités qui occupent nos journées, nos semaines ici. Pour remettre un petit peu dans le contexte, là, on a un constat qui est quand même un petit peu préoccupant. Faut savoir que des ressources en eau sur cette planète bleue, il y en a beaucoup. Par contre, des ressources en eau douce, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a vraiment un tout petit pourcentage d'eau douce. Et dans ce pourcentage d'eau douce, en fait, il y en a encore un tout petit pourcentage qui va être disponible. Le plus gros pourcentage dans l'eau douce, c'est les glaciers ou ce qu'il en reste, c'est la banquise, c'est tout ce qui va être neige et choses comme ça. Et voilà, ça en fait, c'est pas forcément disponible. Même si j'ai déjà vu passer des trucs de trimballer des morceaux de banquise jusque à travers les océans pour aller abreuver d'autres endroits, mais ça, là, je trouve qu'on marche un peu sur la tête. Mais en fait, de l'eau douce, il y en a vraiment disponible, il y en a vraiment une fraction infime. Et puis, là, dans un contexte de changement climatique, on se rend compte que cette eau, elle a tendance aussi à avoir une force qui s'amplifie. On a des phénomènes avec des pluies de plus en plus violentes, de plus en plus concentrées. Et puis, on va avoir tout un système atmosphérique aussi qui est aussi régulé par l'eau et qui va devenir de manière aussi plus extrême. Donc voilà, il y a quand même des voyants qui clignotent orange. Voire certains où on a dépassé les limites planétaires, hein, et sur l'eau où on l'a déjà dépassé. C'est en cours en tout cas. Donc voilà, nous ça nous pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de nos paysages, déjà de quoi est-ce qu'on hérite et qu'est-ce qu'on va en faire là pendant 1, 2, 3, 5, 10 générations. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour régénérer ces paysages, pour faire en sorte de participer activement à des choses qui soient plus du domaine de la régénération plutôt que de continuer à dégrader. Donc c'est vraiment ce qui nous motive, nous, ici. C'est ça qui a fait qu'on est venu s'installer ici, parce qu'on avait un terrain de jeu, un endroit avec plein de défis. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on met l'eau assez haut, on va dire, dans le design, dans les priorités. C'est parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un facteur qui fait circuler la vie, et que si on arrive à bien le faire circuler sur son terrain, ses terrains, et derrière, en fait, les plantes sont vraiment nos meilleurs alliés, à condition qu'il y ait les bonnes quantités d'eau qui arrivent aux bons endroits, au bon moment, etc. etc. Donc là, ce qu'on a mis en place, les designs qu'on a mis sur les différentes parcelles, ils ont sur trame de fond en fait ce côté changement climatique, à la fois adaptation au changement climatique, mais à la fois on essaie d'aller plus loin et d'agir justement sur ces petits cycles de l'eau sur chaque parcelle ou sur chaque micro-parcelle, sur chaque plantation ou ligne de haies fruitières qu'on va faire, pour gérer au mieux ces gouttes d'eau là que tu nous as ramenées de Belgique ou du Sud, je sais pas, où est-ce que tu allais voyager juste avant, mais en tout cas, on se pose toujours la question quand on va designer une nouvelle parcelle de si j'étais une goutte d'eau là, comme aujourd'hui, et que je tombais à cet endroit-là, où est-ce que je vais? À quelle vitesse? Quelle direction? Quelle longueur je vais parcourir sur la parcelle? Et ici, le terrain, il y a des contraintes, évidemment. On est sur les contreforts, donc on est sur des terrains qui sont assez en pente. On a très peu de terrain plat, donc ça c'est une première limite pour de la pépinière ou pour un projet agricole, c'est d'être dans la pente. Et puis les autres limites liées à l'eau, c'est que on a peu d'eau en été,
Alors là, cette année, c'est un petit peu exceptionnel, c'est chouette, il pleut le mois de juin, tout est vert et ça continue à verdir, c'est vraiment excellent. Mais depuis qu'on s'est installé ici, là, on a vu des sécheresses qui étaient quand même assez fortes et on peut aller jusqu'à 3 mois et demi, voire 4 mois sans pluie. Et quand je dis sans pluie, c'est qu'en fait, il y a des orages qui passent, mais ici, sur le terrain, il n'y a rien qui tombe. Rien. Donc on a des épisodes de sécheresse qui sont pas forcément chaque année, mais qui sont quand même assez réguliers et qui peuvent être longs. Et puis notre sol, on est donc sur les contreforts d'un massif qui est calcaire. Et puis sur les pentes de contrefort en dessous, on a de la molasse. Et donc c'est un endroit qui est assez étanche, compact, et qui fait que l'eau va s'infiltrer un petit peu sur les couches qui sont au-dessus de la molasse, mais très rapidement elles vont arriver sur ces couches étanches et elles vont ressurgir, rejaillir sous forme de sources. Mais en fait, pendant les périodes de sécheresse de 2, 3, 4 mois, les sources en fait elles se tarissent ou elles arrêtent de couler, où elles ont un étiage où ça coule quasiment plus rien. Donc ça implique vraiment de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour stocker l'eau. Et nous, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est de la stocker dans le sol. Après, on a trouvé d'autres façons, mais qui ne sont pas forcément aussi peu chères que de la stocker dans le sol. C'est de la stocker dans des cuves, des réservoirs, des bassins, des étangs, des choses comme ça. Mais ça demande beaucoup d'investissement et en fait, si on arrive à le stocker dans le sol, on a beaucoup moins besoin de réserves et puis des réserves plastiques ou des réserves de mares et d'étangs, même si mares et étangs, ça a vraiment un gros impact aussi dans le paysage au niveau de la régénération et des îlots de biodiversité que ça peut faire. Et le sol ici, au-dessus de ces molasses, on est sur un sol qui est très argileux, qui est très lourd. On a des limons aussi, mais c'est vraiment hyper compact. On est sur des prairies maigres calcicoles et on essaie de les transformer pour faire de la haie fruitière, pour faire du jardin-forêt. Et c'est un petit peu un défi parce que en plus d'être maigre et pas hyper riche et bien doté en matière organique, c'est des sols qui sont hygromorphes, c'est-à-dire qu'ils vont se charger d'eau pendant l'hiver, pendant la saison de repos végétatif. Et on a fait des expériences en plantant directement nos arbres comme ça dans le sol. Et en fait, quand on creuse un trou ici, ça fait une mare. Et quand on fait un trou de plantation, ça fait une mare avec un arbre dedans. Et ça les asphyxie pendant l'hiver. Donc ça nous a aussi obligés à jouer avec les reliefs, à jouer avec les terrasses, les talus, certains endroits à faire des buttes aussi pour pouvoir sortir le collet et les racines des arbres de ce trop d'eau pendant l'hiver. Et puis ça nous a amené aussi à faire des ajustements sur les ouvrages d'eau qu'on a pu mettre en place, les baissières, le sous-solage ou sur les différents on va dire plates-bandes de culture, et pour réussir en fait à drainer cet excès d'eau pendant l'hiver, mais à en retenir au maximum pendant le reste de l'année. Donc on a des systèmes qu'on a dû hybrider un petit peu pour qu'ils soient polyvalents et qu'ils puissent à la fois récupérer l'eau pendant 8 mois de l'année et la drainer pendant 4 mois de l'année. Donc voilà, il y a des petites contraintes comme ça qui ont donné lieu derrière à un design et à certaines stratégies et techniques qu'on a pu décliner, mais simplement dû au fait qu'on a des contraintes au niveau géologique, au niveau climatique et puis au niveau de notre texture et qualité de sol. Donc voilà, je pense que chaque projet peut être différent, mais il y aura sans doute des choses à piocher, y compris pour ceux qui regarderont cette vidéo. Peut-être ce que je propose de faire, c'est d'aller en voir quelques exemples et puis peut-être de se mettre un petit peu dans les gouttes d'eau qu'on a là aujourd'hui. On a cette chance-là de les voir, ces gouttes d'eau,
et de voir un petit peu comment elle se comporte là sur ce terrain. Et puis voilà, ça sera l'occasion d'aller voir un petit peu les différents aménagements qu'on a pu faire, toujours sur ce fond de comment est-ce qu'on va faire pour régénérer, créer du sol, faire en sorte que nos plantes de jardin-forêt, elles poussent mieux et elles puissent s'adapter à ce sol, ce climat, cette géologie. Et puis voilà, c'est parti pour un petit voyage au fil de l'eau. Là, on est au niveau de la source. Quand on est arrivé sur site, en fait, il y avait déjà 2 sources qui avaient été collectées et qui avaient été ramenées au niveau de la ferme, ferme qu'on voit là-bas au fond. Et le truc, c'est que les héritiers, avant de vendre, enfin quand les parents sont décédés, ils ont fermé les robinets des sources en se disant on va économiser l'eau. Et quand on a rouvert les robinets, en fait, il n'y avait plus d'eau qui coulait. C'est-à-dire que la source, ou les sources qui avaient été captées, elles ont trouvé un autre chemin et les fils d'eau s'étaient décalés. Et elles venaient plus dans le tuyau. Donc on s'est retrouvé un petit peu sans eau au départ et on s'est dit, en fait, c'est pas possible de faire sans eau. Il nous en faut un minimum. Donc on a vu là dans le paysage que le vallon qui était juste au-dessus de la ferme, c'est là où on se trouve. Et il pouvait y avoir de l'eau. On l'a fait valider ça par un sourcier qui nous a trouvé des sourcettes. Alors c'est pas une grosse source, c'est plein de sourcettes. C'est une dizaine, quinzaine de sourcettes qui sointent et qui se trouvent en fait ici. Là, je crois grosso modo d'ici et sur 20 mètres. Là, il y a plusieurs petites sourcettes qui coulent tout doucement. Donc là, ça nous a obligés à venir creuser. Et donc, c'est à 4,50 m. 4,50 m, ça fait vite des grosses montagnes de terre. Donc là, il y avait des énormes montagnes de terre. On est venu creuser pour libérer ces fils d'eau. Et puis, ces fils d'eau, on a fait un drain en pente sur des argiles, juste avant la molasse, sur des argiles plutôt bleutées, très étanches. On a libéré donc en dessous des sourcettes, on a fait un drain avec des cailloux et un géotextile, et puis on a collecté toutes ces sourcettes en pente jusqu'au collecteur qui est ici. Donc ça, c'est des buses en ciment qui sont enfoncées et qui permettent par gravité d'avoir l'eau qui arrive pas trop profond, parce qu'on est un petit peu en contrebas des sourcettes. Et de ce collecteur, qui est en fait un espèce de récipient étanche en béton, on a fait partir une conduite en 2 pouces, une grosse conduite en polyéthylène, jusqu'à la maison là-bas. Donc là, il y a à peu près 800 mètres de canalisation qu'il a fallu retirer. Et puis, comme on est dans un champ qui est en fermage, on les a mis assez profonds. Là, on a enterré les tuyaux à 1,20 m, entre 1,20 m et 1,50 m. Pourquoi ? Parce que l'exploitant agricole qui est ici en place, de temps en temps, il laboure et puis il a tendance à labourer profond, donc on ne voulait pas qu'il puisse arracher les conduites. Mais ça a vraiment obligé à des gros travaux, location d'une bonne grosse pelle, et puis pour arriver à sortir, à charrier tous les cailloux pour faire le drain, etc. Et puis après, pour tirer une tranchée là, de 800 mètres pour la ramener jusqu'à la maison. Et puis sur le chemin, on passe à côté de la parcelle de la pépinière, et en point haut de la parcelle de la pépinière, on a fait une dérivation pour pouvoir envoyer la source sur la pépinière. Et à partir de là, on a imaginé et rajouté dans le design tout un tas d'éléments qui permettent de jouer avec l'eau, qui permettent de jouer avec ces gouttes d'eau qui arrivent là sous nos pieds et qu'on va pouvoir répartir et infiltrer au pied de nos haies fruitières en jouant de manière assez rigolote dedans. Ça m'éclate vraiment. Donc voilà, ça va être tout le côté arrosage et irrigation active. C'est-à-dire que c'est moi qui vais tourner des vannes, ou que je vais programmer des vannes pour que ça puisse arroser à différents endroits. Et puis
il y a un côté aussi passif. C'est-à-dire que je peux faire couler la source en haut et faire en sorte que ça chemine sur toute la pépinière et que ça arrose quasiment tout le monde. Donc ça, c'est aussi une des chances qui était en fait un problème, une problématique au départ, c'est la pente. Et ben en fait, quand on a de la pente, on peut aussi jouer avec la gravité et on peut faire des trucs assez rigolos avec l'eau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc une irrigation active dans les tuyaux et puis une irrigation passive aussi qui va pouvoir se faire toute seule une fois qu'on a modelé le paysage en fait. Et ben ces gouttes d'eau là, on peut faire en sorte qu'elles puissent circuler là où on veut, quand on veut. Et ça change vraiment les choses en fait sur les croissances et les reprises des végétaux, des jardins forêts et des fruitières. Et donc l'eau, elle descend là de ce vallon et elle va vers la maison. Et l'eau, c'est aussi une ressource qu'on partage. Ça fait partie de ces ressources qu'on partage aussi. Et on parle de partage équitable. En fait, au niveau de l'habitat, c'est pas une eau qui est potable. Un peu trop de nitrate et un peu trop d'Escherichia coli. Parce qu'en fait, au-dessus de ce captage, pendant un bon moment, il y a eu les cochons. Ouais, c'est pas une eau qui est potable, mais c'est une eau d'irrigation qui va être un peu dure, un peu calcaire, mais qui marche quand même très bien. Et ici, à cet endroit-là, on a de quoi répartir l'eau aussi entre l'habitat et la pépinière. Ça, c'est quelque chose aussi d'important dans le design, c'est que c'est un collectif d'habitants ici qui a racheté l'ensemble des terres qui représentent 23 hectares d'un seul tenant et qui vont de la source qu'on allait voir, qui a été captée, jusqu'à la rivière qui est en dessous à 1 km d'ici. Et donc l'eau, l'idée c'est de pouvoir la répartir en fonction des saisons, en fonction des besoins, du côté habitat groupé ou du côté pépinière. Ça aussi, dans le design, c'est quelque chose qui était assez fort, mais avant même l'eau, pour la pérennité du projet qu'on souhaitait développer ici et que les habitants souhaitaient développer ici, c'est de distinguer le côté privé du côté collectif, accueil et brassage et ouverture très forte. Et pour nous, ce qui a été posé et ce qui était assez clair dès le départ, c'est que en fait, la propriété est séparée par cette route là sur laquelle on marche, et que de ce côté de la route, c'est plutôt le côté habitat avec le côté privatif, et puis de ce côté, c'est vraiment le côté accueil très ouvert sur plein de cercles et plein de gens différents. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il y a besoin aussi d'un équilibre dans un cercle familial ou dans un cercle d'habitat groupé pour pouvoir durer aussi, pour pas être au milieu forcément de l'accueil de groupe. Et on le voit ça sur les centres de formation, que ce soit en perma ou ailleurs. Le côté accueil et le côté habitat, des fois, ça fait pas bon ménage sur le long terme. Donc voilà, ça c'est une attention forte qui a été posée et qui est encore là un peu plus de 10 ans après le démarrage du projet. Ici, on a des petites vannes qui nous permettent d'envoyer l'eau soit d'un côté, soit de l'autre. Et nous, on va faire plutôt le chemin du côté de la pépinière, ce qui n'empêche qu'on ira faire un petit tour aussi du côté de l'habitat et du jardin forêt, qui est là-bas, derrière le champ qui vient d'être fauché. On ira jeter un petit coup d'œil aussi pour voir cette effervescence de fin de printemps, début d'été. Un élément ici important qui vient se rajouter à l'ensemble du design, c'est un stockage d'eau. Et là, on a une citerne souple qui fait 100 mètres cubes et qui nous sert à alimenter la pépinière quand la source n'est plus suffisante et quand la pluie n'est plus au rendez-vous. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouverte. Là, c'est des stocks qu'on fait pendant l'hiver et pendant le printemps.
Et puis ça peut se remplir vite là. Je sais qu'au mois de novembre ou même au mois de mars, en 2 jours, j'ai rempli les 100 mètres cubes. Alors qu'en plein été, en fait, j'arrive pas à la remplir. Les besoins sont plus forts, donc elle fait que baisser jusqu'à l'étiage qui est ici, c'est en général début mi-septembre, le plus sec. Donc voilà, là, je suis content. Là, cette année, on n'a pas encore commencé à prendre là-dedans, alors que en 2022, elle était déjà, on l'avait déjà entamé presque d'un tiers à cette période. Voilà, et là, il y a un système de trop-plein qui permet à ce que l'eau ne déborde pas sur le trop-plein existant sur la cuve, mais qui déborde dans un endroit qui est canalisé dans un tuyau pour pouvoir jouer aussi avec ce trop-plein quand la citerne est remplie, de pouvoir envoyer l'eau de manière passive dans les différents canaux et les différents ouvrages qu'on a. Et ça va même jusqu'à là, la semaine prochaine, on va avoir un sauna mobile qui va être là avec un chantier collectif. Et voilà, et finalement, le trop-plein de la source va servir pour se rafraîchir en sortant du sauna. Voilà, ça ça peut être anecdotique, mais en fait, les trop-pleins, c'est vraiment quelque chose d'hyper important quand on fait des ouvrages d'eau et quand on fait de la gestion de l'eau. C'est de savoir exactement quelle quantité peut déborder et où est-ce qu'elle va déborder et comment est-ce qu'on va gérer ce flux-là, parce que on peut avoir des moments où c'est très sec et où on est très content de faire circuler les quelques gouttes d'eau qui sont là, et puis il y a des moments où on peut vraiment prendre des pluies diluviennes, on appelle ça des épisodes cévenols, parce qu'on n'est pas très loin des Cévennes. C'est des pluies qui peuvent être super fortes en très peu de temps, donc il faut pouvoir aussi gérer tous ces systèmes de trop-plein, et on se rend compte que la source, même si elle a 4,50 m, elle réagit quand même assez vite à la pluie ou à la sécheresse, et qu'elle va réaugmenter assez rapidement et qu'elle va baisser très rapidement aussi en fonction du temps et de la météo qu'il va faire ici. Ça, c'est une partie du trop-plein de la source qui coule dans ce tuyau. Et ici, on a une serre qui est un petit peu hybride. On fait à la fois de la culture d'un petit peu de potagère là pour pouvoir se nourrir sur nos repas ici. Et à la fois, à cet endroit-là, on a aussi de la pépinière avec des plantes en pot, là, des boutures et des semis qu'on a lancés cette année. Sur une table un peu spéciale, je t'expliquerai juste après comment ça fonctionne. Ça, c'est assez chouette aussi dans les expérimentations qu'on a faites. C'est des choses qui marchent très bien. Et en fait, cette source-là, ce trop-plein de la source, on a fait un aménagement un peu particulier ici, c'est-à-dire qu'on a creusé, avant de mettre la serre-tunnel à cet emplacement, on a creusé des tranchées de presque 1 mètre de large sur 70 cm de profondeur. Et au fond de cette tranchée, on a mis un drain agricole. Donc c'est le drain jaune là, c'est un tuyau en fait annelé et tout percé tout le long, qu'on a fait circuler sous nos plates-bandes de culture. Et en envoyant le trop-plein de la source sous cette plate-bande de culture, ça permet d'imbiber une bonne partie, donc ça va de 70 cm de profondeur à 45 cm de profondeur. Ça permet en fait d'imbiber le fond des lits de culture, afin que les plantes, une fois qu'elles sont enracinées et qu'elles ont atteint les 30-40 cm, elles puissent récupérer leur eau qui est distribuée directement en souterrain. Et là, on met principalement des annuelles pour éviter après, derrière, que le drain se bouche avec des racines qui viendraient se mettre dedans. Donc on est sur des annuelles ou des bisannuelles qui vont aussi se succéder. Et ça, on l'a fait sur 3 plates-bandes. Alors maintenant, on a mis une table par-dessus, une table de culture par-dessus. Donc finalement, les 2 autres plates-bandes, elles sont moins utilisées. Mais cette eau, elle va vraiment se répartir en profondeur et ça va permettre d'avoir aussi moins d'évaporation, parce que il n'y a pas d'eau qui est en surface
Donc, on va maximiser la transpiration et cette eau verte qui est dans les plantes en balançant de l'eau bleue, mais en souterrain. Ça implique un bon design aussi et pas mal de travaux pour mettre en place. Par contre, une fois que c'est en place, bah, c'est super facile, quoi. J'ai juste à ouvrir la vanne, à balancer le tuyau dedans et ça arrose tout le monde. Par gravité, sans avoir besoin de pompe. On a la chance d'avoir cette gravité et d'avoir capté cette source aussi en point haut. Donc on a 2 barres de pression là qui arrivent. Donc voilà, c'est pas forcément le cas sur des plus petites propriétés ou avec moins de pente. Mais là, on peut vraiment jouer avec l'eau, c'est génial. Et puis, à chaque fois, il va y avoir un système de trop-plein. Et là, le système de trop-plein, il va déborder dans la serre qui est en dessous. On va aller voir ça. Ici, on est entre les 2 serres. Derrière moi, vous voyez, il y a une jauge de sable avec tous les arbres que j'ai pas réussi à vendre ou à replanter cette année. Donc il en reste encore un petit peu. Je sais pas trop s'ils vont tenir ou pas. C'est voilà, la jauge, un gros tas de sable. Et lui, on a été obligé de le drainer pour éviter que ça se remplisse d'eau et que nos arbres, on les noie même dans un tas de sable, on peut les noyer. Si toutes les bords sont étanches, ça le fait pas. Donc voilà, on l'a drainé. Et juste à côté, entre la serre tunnel ici et la serre en verre qui est en dessous, on a installé un tuyau et je me suis récupéré ici sur le trop-plein, qui est un peu embroussaillé, hein, mais ici, là, en bleu, j'ai le tuyau bleu de trop-plein de ces plates-bandes de culture qui sont irriguées en souterrain, qui va sortir par ici et être récupéré dans ce tube gris là en PVC qui va rejoindre la gouttière de la serre. Ça passe là sous le chemin et ça rejoint la descente de gouttière qui est ici. Ce qui fait que, en fait, la source va pouvoir irriguer l'ensemble de la serre tunnel. Et ça, je le vois quand je le mets. Ça met 2 heures, 3 heures à charger. Et après, ça se met à sointer tout autour de la serre de l'eau. Et ça se met à déborder ici. Et on entend le coulis de l'eau qui rejoint la gouttière. Ici, j'ai un petit décanteur sur le bas. Petit décanteur qui me permet de ne pas avoir de crépine et que ça ne se bouge pas ici. Donc petit décanteur qui me permet de récupérer les pollens ou les morceaux qui auraient pu circuler dans les tuyaux. Le niveau va monter et va rejoindre de nouveau un tuyau qui lui va rentrer dans la serre en verre. Et là, dans cette serre en verre, on va avoir le même système, mais plutôt que d'avoir des systèmes linéaires, on va avoir des îlots. Et ces îlots-là, ça va être toujours la même chose, on va avoir de l'eau en souterrain. Et là, moi, dans mes expériences précédentes, je suis allé en Asie et j'ai découvert ce que c'était les wicking beds. Donc wick, c'est la mèche, ou on peut dire aussi la capillarité. Donc c'est des sortes de bacs de culture qui se servent de la capillarité pour arroser, et c'est des systèmes qui sont assez économes en eau. En général, on les retrouve dans les endroits où il y a des saisons sèches assez prononcées. Moi, j'ai découvert ça en Thaïlande et au Cambodge, où il peut y avoir des saisons sèches qui peuvent durer 6 mois et qui permettent de cultiver du riz comme ça en utilisant très peu d'eau, voire en utilisant les eaux grises de la maison ou les choses comme ça. Enfin voilà, c'est des systèmes qui sont assez rigolos. Et ça, on l'a mis au goût du jour, là, ici, et on va pouvoir aller voir aussi comment ça fonctionne. Je vais vous faire un petit schéma peut-être. Le souterrain de la serre. Hop. Désolé des araignées. Là, à 1 mètre, 1 mètre 20 en dessous de nos pieds, ici, j'ai mon tuyau qui arrive de ma gouttière. Et ce tuyau-là, je le fais rentrer dans un drain. Et ce drain, en fait, il fait une grande spirale à 1 mètre 20 en dessous de mon niveau de mon sol. Là.
Ce drain, il est noyé dans des graviers roulés, là, des espèces de galets entre 2 et 4 centimètres, qui ont plein d'infractuosité, et en fait, ça fait une espèce de réserve d'eau souterraine. Donc là, on a mis une bobine de 50 mètres qu'on a torsadé en dessous pour avoir un vide d'air, faire une sorte de double fond, dans un trou qu'on a creusé directement dans la serre, parce que là, on est sur des argiles qui sont plutôt étanches, et donc ça fait une espèce de mare souterraine sous nos cultures. Et puis là, du coup, sur les cultures, on a pu installer là aussi tout un tas de vivaces qui sont plutôt en mode subtropical. Donc là, je suis un peu noyé dans la menthe. On a des grimpantes, alors des grimpantes plutôt annuelles ou des grimpantes vivaces. Là, on va avoir de la vigne, du kiwai, de la liane de madère. On va avoir différentes grimpantes, de la baie aux 5 saveurs, enfin voilà, des passiflores et tout un tas de choses comme ça. Et puis tout un tas d'arbres ou d'arbustes. Là, on a de l'avocatier que je coupe et que je trogne assez fort. On a de la goyave, Psidium littoralis aussi. Donc j'ai les jaunes et il y a Psidium Catelianum aussi, là, les violettes, donc on mange des goyaves aussi dans la serre. Là, j'ai de la canne à sucre, une canne à sucre qui est résistante au gel aussi, avec le goût bien sucré. Ça, c'est quelque chose que j'ai ramené du Népal, là aussi, des zones qui sont au-dessus des zones subtropicales, là, qui prennent le gel. Et voilà, ça, c'est assez chouette aussi d'avoir toutes ces plantes ici. Et ces plantes-là, en fait, elles peuvent descendre leurs racines et aller chercher l'eau qui est 1 mètre en dessous d'elle. Et ça, en fait, ça peut se faire de manière passive. C'est-à-dire que j'ouvre la vanne là-haut, et en fait, le cheminement, il est fait. Et une fois que ici c'est plein, j'ai fait un trop-plein qui va déborder dans un nouveau bac de culture, qui est fait de la même façon et qui est juste derrière le tableau, que je vais utiliser pour vous faire un petit schéma pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, qui lui-même va déborder sur les terrasses en dessous et dans les systèmes de baissières et de canaux qu'on va avoir pour irriguer nos haies fruitières de manière passive. C'est-à-dire qu'on peut balancer la source tout en haut et retrouver cette petite goutte tout en bas qui aura parcouru un chemin juste énorme en fait et qu'on voit pas forcément à l'œil nu, mais on s'amuse vraiment à faire circuler et à faire en sorte que cette goutte d'eau elle puisse rencontrer un maximum d'éléments. J'aime bien la petite métaphore pour ceux qui ont déjà joué au flipper là. Et en fait, ça fait beaucoup de points quand tu as une bille qui va rebondir et toucher énormément d'éléments. Et là, l'eau, c'est un petit peu ça. Tu vas gagner des points, tu vas gagner de la biomasse et du sol en faisant en sorte que cette goutte d'eau, elle puisse traverser, elle puisse venir titiller les radicelles de toutes les plantes qui sont là sur la parcelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu fais avec une âme d'enfant, tu vois, qui joue avec l'eau et qui fait un château de sable ou je ne sais quoi, une maquette, et qui va faire couler de l'eau pour que ça se répartisse, les courbes de niveau, les trucs, les cascades, les machins. Enfin voilà, on joue vraiment comme des enfants, mais sur des échelles un petit peu plus grosses, quoi. Yes. Si je dois résumer ça sur un petit schéma, parce que peut-être que vous n'avez pas tout suivi, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, on n'arrive pas à se représenter. Là, c'est l'eau qui arrive de la source et qui va rejoindre dans la gouttière les gouttes d'eau qui sont tombées. Ça va faire une petite décantation, ça va remonter parce qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu de pression. Ici, le point d'entrée est un petit peu plus haut que ce point-là. Et puis, ça va passer dans un tube étanche, et ce tube étanche, il va venir dans ce que j'appelle une espèce de terre-plein avec réserve d'eau. Donc c'est ici, là, où il y a toutes ces plantes là que je viens de vous citer, et encore, je vous ai pas tous cités, parce qu'on a de quoi s'amuser. Une colonne de pneus pour pouvoir voir ce qui se passe au fond. Et puis au fond, du drain jaune enroulé en spirale, noyé dans du gravier. Et ça va faire une réserve d'eau qui va permettre à la fois d'imbiber tranquillement et doucement pour aller rejoindre
les nappes peu profondes ou les fils d'eau qui vont couler sur la molasse et qui vont pouvoir ressortir sous forme de source un peu plus bas. Mais il y a une partie qui va remonter par capillarité. Vous voyez, comme quand vous mettez un sucre dans une tasse de café ou quand vous mettez une éponge dans une flaque, en fait, l'eau, elle remonte par capillarité. C'est une des capacités de ouf de l'eau, d'être une molécule polaire et de pouvoir remonter par des forces électrostatiques, remonter dans un mélange si les pores et les infractuosité sont suffisamment fines et petites. Donc on a creusé un trou, on a mis ça, et on voulait remettre la terre par-dessus pour éviter que cette réserve, elle se bouche. Excusez-moi, il y a de la céréale de Chine qui me gratte la gorge. Pour éviter que ça se bouche là au fond, eh ben, on a mis un géotextile qui laisse passer l'eau, mais qui ne va pas laisser passer la terre. À travers ce géotextile, les racines, elles, il n'y a pas de souci, elles arrivent aussi, si elles veulent, aller chercher leur eau. Notamment les racines des vivaces. Et donc, elles aussi, elles vont remonter cette eau à la surface et puis transpirer à cet endroit-là. Et ça, en fait, c'est des sortes de... C'est un petit peu du hors-sol, mais c'est pas complètement du hors-sol complet parce que c'est en contact avec le sol et ça sert à la fois d'outil pour infiltrer l'eau de manière lente et ça sert à la fois d'outil pour créer de l'abondance aussi et là avoir un système où les plantes qui sont installées là, même si je coupe l'arrosage, en fait à chaque pluie il va y avoir des gouttes d'eau qui vont venir arroser l'intérieur de la serre. Ce qui est assez cool quand même, de se dire, il pleut à l'extérieur, nous on est à l'abri, il n'y a pas de pluie sur les feuilles, mais par contre l'eau elle arrive par en dessous des racines. Et celui-là, si j'ai pas envie que ça déborde dans la serre, il suffit de faire un trop-plein en dessous du niveau du sol. Donc là, entre les deux, j'ai mon drain qui continue et qui vient refaire la même chose dans un deuxième qui est ici. Et qui est sur le même principe, sauf qu'il est un tout petit peu plus petit et dans l'angle. Et là, je peux m'amuser aussi. Là, j'ai mis un petit peu plus une petite collection de sauge, de la tagette, des aloés, du citronnier et tout un tas de petites aromatiques là qui sont assez sympathiques. Et puis lui-même va de nouveau déborder. Et si vous regardez là les niveaux des uns des autres, en fait, les trop-pleins, ils sont à chaque fois un tout petit peu plus bas que le trop-plein d'avant qui sert d'entrée d'eau. Comme ça donne un sens de circulation à l'eau. Et puis, derrière, ça va ressortir encore plus bas sur les terrasses. Et donc, il y a un endroit, là, quand on sort de la serre, ça rejoint le drain qui va sortir et on a l'impression qu'il y a une source qui jaillit à cet endroit-là. C'est rigolo. Mais c'est simplement la sortie du drain qui va ressortir. Et là, ça pourrait être l'occasion, j'ai très très envie de créer une petite mare à cet endroit-là. Hop, qui elle-même aura un trop-plein. Donc j'ai envie de dire, on peut aussi, même si on n'a pas tout designé depuis le départ, on peut aussi continuer à rajouter des éléments sur le chemin pour que cette goutte d'eau, finalement, on rallonge encore son chemin. Voilà, ça c'est des petits trucs aussi où on est comme des enfants. Ah oui, là on pourrait faire une mare et puis là et puis là et puis là. Ouais, après il faut le temps de le mettre en œuvre dans la matière, mais en fait on s'amuse, on s'éclate à faire ça quoi. Là ça fait partie d'un élément important aussi dans la serre. C'est un petit espace là de multiplication pour faire des boutures, pour faire des semis. Là c'est la fin de saison de multiplication, donc il y a pas grand monde. Mais j'ai construit dedans, à la fois pour l'inertie thermique, pour pas que ça chauffe trop ou que ça refroidisse trop, un bassin là en ferrociment. Bassin en ferrociment, ça, la technique du ferrociment, je vous laisserai regarder. Hein. Ça se trouve assez facilement. C'est un treillis métallique avec des enduits de ciment qui permettent de faire des citernes aux formes très diverses et un peu du sur-mesure. Donc ça peut être assez cool. Là, j'ai
presque 3 mètres cubes de réserve. Et en fait, c'est un bassin tampon. Je vous ai parlé du circuit de trop-plein là que je pouvais envoyer et faire circuler en souterrain dans différents éléments. Mais j'ai aussi besoin d'un espace de stockage d'eau dans lequel je puisse pomper une eau qui soit dynamisée, une eau qui soit aussi, on peut avoir à certains moments besoin de mettre des extraits fermentés, ou de mettre de la litière forestière fermentée, ou de mettre de l'urine aussi dans l'eau d'arrosage. Donc ça, je le fais à cet endroit-là. Et donc j'ai l'eau de la source ou de la citerne qui va rentrer par ce tube-là. Et puis j'ai l'eau de la gouttière qui va rentrer par ce tube-là. Donc à chaque fois qu'il pleut, ben ça me re-remplit mon bassin. Et à chaque fois que mon bassin est trop vide et qu'il n'y a pas d'eau de pluie qui rentre, j'ai mis un petit système là avec une vanne que j'ai vissé avec 2 bouts de bois et un bidon, et ça me fait un système de chasse d'eau, c'est-à-dire que quand le niveau baisse, il y a l'eau qui va rentrer dedans et me le remplir jusqu'à un certain niveau parce que le bidon va remonter, et donc ça va me fermer ma vanne. Et c'est un système ça que j'ai expérimenté là, ça fait 6 ans. J'ai eu 3 fois une panne qui s'est et la panne elle était résolue à peu près entre 3 et 5 minutes. C'était une vis à remettre, c'était un bout de fil de fer qui s'était décroché. C'est du low tech et ça permet vraiment d'avoir une très bonne régulation au niveau de l'eau quand vous voulez avoir un niveau qui s'auto-régule. Et ben c'est simplement un flotteur, 2 bouts de bois et une vanne. Ça c'est assez génial, ça me permet d'avoir toujours en permanence un stock d'eau qui peut être utilisé. Et là, je vais plus utiliser la gravité, c'est une pompe qui va venir aspirer dedans pour pouvoir avoir de la pression et pouvoir faire fonctionner des brumisateurs, pour pouvoir faire fonctionner des asperceurs ou du goutte à goutte sur la pépinière en fonction des cultures que j'ai en dessous. Et puis, bah, vous voyez, là, en ce moment, là, pour tout ce qui est bouturage et enracinement des jeunes plants, bah, j'en profite pour faire bassiner des grandes tiges de saule. Comme ça, ben, je libère un petit peu d'hormones et de choses comme ça, d'hormones de bouturage dans toutes mes eaux d'arrosage. Ça me gêne pas, ça participe à la déco ici de la serre. Et puis, il y a un côté un peu sympa d'avoir aussi du saule en bouture. Et petite erreur, les premières années, j'avais des moustiques, donc difficile de gérer. Et puis finalement, j'ai mis quelques poissons dedans et en fait, j'ai plus de soucis de moustiques à cet endroit-là, donc c'est assez cool. Et j'ai fait en sorte que le niveau d'eau puisse pas descendre, qu'il reste toujours au moins 10 cm d'eau, pour pas que les poissons se retrouvent sur le dos trop rapidement. Donc ça, c'est un bassin en ferrociment auto-construit qui sert aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'inertie thermique. Pendant la journée, ça va absorber le trop-plein de chaleur, donc il va faire plus frais ici, et puis il y a une partie qui va s'évaporer, et donc ça va faire une atmosphère plus humide aussi, plus fraîche et plus humide pendant la journée. Et pendant la nuit, eh ben, ça fait un petit peu radiateur, l'eau elle va garder ses calories qu'elle va relibérer derrière, donc en fait ça me permet de lisser la température et de pas avoir des extrêmes trop forts, et en fait les jeunes plants ils aiment plutôt bien ça. Après, là, j'ai pas mal de soucis plutôt avec les brumisateurs, avec notre eau qui est très calcaire. Les brumisateurs, ils ont tendance à se boucher très vite et dès qu'ils se bouchent, et ben derrière c'est plus arrosé. Et là, vous voyez, là j'ai de la perte sur quelques plaques de bouture. Là, il y a les hélicrises, elles ont eu du trop sec et ça le fait pas en fait. Hein. Trop sec. Donc ça, c'est simplement ces brumisateurs. Là, je vais passer avec des systèmes un peu différents aussi. C'était chouette sur le papier, les brumisateurs, mais avec notre eau trop calcaire, c'est trop galère. En fait, j'ai besoin de les démonter tous les brumisateurs chaque semaine pour les faire baigner dans du vinaigre. Et en fait, il y a des semaines où j'ai pas le temps de faire ça. Donc voilà, je vais essayer de trouver d'autres systèmes un peu ingénieux pour essayer de dépasser ces petites problématiques que j'ai. Hop. Ça, c'est une table de culture. Mais c'est une table de culture un peu spéciale, ça s'appelle une table à marée. Table à marée, pourquoi? Parce que j'ai une cuve sous ma table avec un stock d'eau. Et dans cette cuve, il y a une petite pompe
une pompe d'aquarium, hein, un petit peu puissante. Là, je crois que c'est une pompe qui peut brasser 2 mètres cubeurs, un peu plus de 2 mètres cubeurs, qui est branchée sur un programmateur. Et je vais régler la fréquence et la durée du déclenchement de la pompe. Et elle va se mettre à pomper. Tac, là, je vais le faire manuellement. Elle va se mettre à pomper l'eau et elle va me la remonter dans la table via ce petit tuyau là. Elle va me remonter ça dans la table et puis là, j'ai en plus, avant que ça arrive dans la table, j'ai mis un vase. Donc c'est un vase de fleurs hein, assez haut là, qui fait 70 cm de haut et qui est percé sur le fond. Là, on voit l'eau qui sort là juste en dessous. Et ça va me permettre d'envoyer l'eau dans la table. Alors je remets le petit pot là pour pas que ça en balance de partout. Mais ça va m'envoyer ça dans la table et cette table-là, elle est réglée quasiment de niveau. Il y a un point haut qui est à l'autre bout et un point bas qui est ici, juste au-dessus de la cuve. Au niveau de ce point bas, j'ai fait un petit trou pour que l'eau puisse redescendre dans la cuve. Mais j'ai mis une pompe suffisamment puissante pour qu'il y ait un débit entrant dans la table qui soit supérieur au débit sortant. Ce qui fait que mon niveau d'eau va progressivement monter jusqu'à aller à l'autre bout de la table. L'eau va monter, c'est la marée montante. Et puis, à un certain moment, je vais demander à la pompe de s'arrêter et le niveau va redescendre par le petit trou qui est au-dessus de ma cuve. Ça permet d'avoir un arrosage, un bassinage qui se fait périodiquement. Et en fait, le bassinage, il y a une économie d'eau qui est juste ouf quand vous bassinez vos plantes. Et une croissance de vos plantes qui est assez bien parce qu'en fait, elles prennent juste l'eau dont elles ont besoin. Et puis après, derrière, ben, c'est un circuit fermé. Là, il faut imaginer que je peux avoir jusqu'à... ça dépend si j'ai que des gros pots ou des petits pots, mais je peux... Là, actuellement, il doit y avoir 800 plantes dedans. Et avec ce système-là, les 800 plantes, ben, elles sont toujours arrosées comme il faut. J'ai juste à régler la fréquence. En hiver, j'arrête le système et je le fais manuellement. Et en été, eh ben, je suis à un arrosage par jour. Mais un arrosage par jour, je consomme 40 litres par jour. Donc 4 arrosoirs pour 800 plantes. Ce qui est quand même pas mal. Ça me permet aussi d'avoir des cultures avec des mottes aussi, à certains endroits. Et puis voilà, là, le petit vase, ça permet de recréer un petit peu de dynamisme dans l'eau et de créer un petit vortex. Donc là, il suffit de balancer en fait l'eau en tangentielle sur l'extérieur du cercle et puis de faire un petit trou là au fond du vase et ça crée un siphon, une sorte de vortex, une tornade qui permet d'oxygéner l'eau et de la redynamiser. Ça aussi, ça fait aussi des économies d'eau parce que l'eau devient un petit peu plus biodisponible. Parce que bah voilà, une eau qui va stagner pendant un moment dans une cuve, derrière, c'est bien de la remettre en mouvement. Une eau qui ne bouge pas, c'est une eau qui est un peu morte et dans laquelle il y a des mauvaises odeurs et des organismes un peu pathogènes qui vont se développer. Alors que dans une eau vivante, qui est en mouvement, il y a beaucoup moins d'organismes pathogènes et c'est une eau qui est plus biodisponible pour les plantes. Donc voilà, ça c'est un petit artifice aussi qui est pas mal pour la fertirrigation parce que ça me permet de balancer aussi mes extraits fermentés et que ce soit brassé et dynamisé en amont pour ma table. Donc là, je viens mettre du jus de lombric, je viens mettre des extraits fermentés ou de la lithofère aussi en fonction de la saison directement là-dedans. Et puis bah voilà, là j'ai ma petite préparation pour les différents extraits fermentés qu'on fait. On a de la consoude, de l'ortie et de la lithofère qui sont dispo là. Donc après derrière, j'ai juste à transvaser et en mettre un petit peu là-dessus. Je vais arrêter l'arrosage parce que normalement, ça part pas maintenant. Et là, derrière, en fait, le jet, il est vraiment... tu vois, ça fait vraiment une douche qui est assez rigolote et ça permet vraiment de dynamiser. Donc, il y a un certain ordre et puis un chaos en dessous. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la biodynamie.
Ordre et chaos. Ça, je l'ai amélioré. Ça, c'était la première que j'ai faite. Celle dans la serre tunnel, je l'ai améliorée. En fait, j'ai mis plus de réserve d'eau. Parce que là, très rapidement, même si je consomme que 40 litres d'eau, bah, chaque jour, en fait, ça baisse. Et j'ai un moment où j'ai plus suffisamment de réserve ici par rapport au volume que demande la table. Donc, ça implique de recharger très régulièrement cette cuve-là. Parce que bah, j'ai que 500 litres. De l'autre côté, j'ai mis 2 mètres cubes. Comme ça, en fait, je peux recharger que toutes les 2 semaines au lieu de recharger plusieurs fois par semaine. Et puis, j'ai mis des cuves opaques aussi. Ça coûte plus cher, mais ça évite le développement d'algues qui peut eutrophiser l'eau aussi. Donc voilà, ça, c'est des petites améliorations. Et puis, j'ai fait un système qui est déporté, qui n'est pas dans la serre, pour éviter que l'eau monte trop en température aussi pendant l'été. Donc voilà, ça, c'est des petites améliorations que je vous conseille de faire si vous voulez faire des tables à marée. Et les tables à marée, là, on est sur une micro-pépinière, mais où il y a un nombre de plantes quand même assez impressionnant, mais vous pouvez le faire à plus petite échelle. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le faire dans votre petite serre sur 1 mètre carré et ça fonctionne aussi. Donc là, on a notre pompe avec un petit compteur que j'ai mis aussi pour bien vérifier toute l'eau d'arrosage qui passe par la pompe et qui va être distribuée sur les différents systèmes d'irrigation. Cette pompe, elle prend dans le même bassin au ferrociment qui est de l'autre côté là. Et là aussi, on a mis un système de dynamisation. Alors là, c'est pas un vase, ça s'appelle des vasques vives. C'est issu du travail de Michael Mondiès. Et ça permet aussi de dynamiser cette eau qui va être brassée plusieurs fois et qui va faire des léniscates, là, ce forme infinie qui dynamise avant de redescendre dans le bassin. Et là, c'est pareil, je peux venir mettre ma fertirrigation ou mes extraits fermentés directement ici pour que ce soit oxygéné, brassé, bien mélangé dans l'ensemble du bassin avant que ce soit pompé et distribué aux plantes. Voilà, ça c'est des petits trucs. Ça c'est assez récent, on l'a installé l'année dernière et c'est assez chouette. Ça rajoute un petit un petit aspect sympa aussi et esthétique dans la serre. Ouais, alors là c'est un peu moins impressionnant parce qu'on a un petit peu de. Il va falloir que je passe du temps là sur du désherbage un petit peu. Donc ça c'est les fameux wicking beds. Là avec une couche vraiment étanche. Donc j'ai réutilisé là des IBC, là, les tonnes à eau, pour faire ces jardinières autonomes. Parce que wicking bed, ça parle peut-être pas aux francophones, mais jardinières autonomes, je préfère. Comment ça fonctionne? Ça, c'est des cuves qui ont un double fond, avec une réserve d'eau. Dans le niveau bas, là, les 10 cm du bas, c'est de la réserve d'eau. Donc sur 1 mètre carré, grosso modo, ça fait 100 litres de réserve d'eau. Comment est-ce que j'ai fait pour faire cette réserve d'eau? J'ai utilisé soit de la palette plastique que j'ai redécoupée, soit j'ai utilisé du drain agricole. Là, c'est gros drain jaune. Attends, je t'en montre un bout si tu veux. Voilà. Cette espèce de gros drain jaune là qu'on vient mettre au fond, qui fait 10 cm de haut, et qu'on vient disposer là au fond, pour faire un double fond. Pour créer un vide d'eau, ou un vide d'air qui va pouvoir se remplir d'eau pour faire la réserve. Et puis, si on veut avoir cet effet de mèche, il faut quand même qu'il y ait un contact pour avoir cette capillarité. Donc moi, je me sers du sable pour ça, qui peut rester dans l'eau sans putréfier et remonter l'eau tel le sucre ou tel l'éponge très longtemps, sans dégrader la qualité de l'eau. Et pour éviter que le sable vienne remplir là et vienne boucher, je remets un géotextile par-dessus. Donc j'ai ma cuve, je viens mettre un double fond en plastique. J'ai essayé en bois et en fait au bout de 3 ans il faut le changer. Donc il faut tout refaire, moi je voulais pas aller changer tous les 3 ans. Et puis par-dessus on vient mettre un géotextile pour éviter que cette réserve elle se bouche. Et avec ce géotextile on fait en sorte qu'il vienne toucher le fond de ma cuve, là,
pour pouvoir remonter les derniers millimètres qui sont au fond de ma cuve. Et ça, on vient bourrer du sable dans le géotextile qui vient épouser le fond de la cuve et puis qui après remonte sur les côtés. Et après, une fois qu'on a fait le niveau de sable, alors pour faire le niveau de sable, on perce une entrée, enfin on fait en sorte qu'il y ait une entrée et une sortie. Et puis derrière, on va pouvoir faire circuler l'eau. Et après, par-dessus le sable, on va pouvoir mettre un mélange. Et là, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez faire des boutures, comme ici, ben, mettez un mélange pour du bouturage. Donc là, j'ai mis du terreau de bouturage et du sable. Un mélange 50-50, ça marche assez bien. Et puis si vous voulez faire pousser des tomates ou de la courge, bah, vous mettez du fumier. Là, ce qui va être intéressant, c'est que l'eau, elle va arriver par en dessous. Vous allez pouvoir avoir 100 litres de réserve d'eau et les racines, elles vont aller plonger dedans. Ne vous inquiétez pas pour elles, elles vont chercher l'eau là où elle est. Et vous allez avoir un gradient d'humidité très fort en bas et très faible en haut. Donc vous allez avoir très peu d'évaporation en surface. Vous allez remplir par le bas. Et ça, en fait, c'est des jardinières. Alors, je dis autonomes, mais c'est quasi autonome. Il faut quand même faire rentrer de l'eau dedans de temps en temps. Celle-là, je fais rentrer de l'eau 5 fois par an. Donc, c'est des jardinières que j'arrose 5 fois par an. Grosso modo, toutes les 3 semaines, entre 2 et 3 semaines, en fonction de la météo et du vent, principalement. Donc 5 fois par an, une fois au mois de juin, 2 fois au mois de juillet, 2 fois au mois d'août, une fois au mois de septembre. Et avec ça, en fait, ben, j'ai des boutures. Et là, je mets des boutures de manière assez dense. Alors là, on le voit peut-être un peu moins juste là, mais sur 1 mètre carré, je mets à peu près 150 boutures. Il faudrait que je désherbe un petit peu. Là, j'ai des vignes, des figuiers, des grenadiers, de l'herbe à faisan, des cassis rares. Voilà, j'ai plein de choses. Et puis plein de choses aussi que j'ai pas mis et qui sont là et qu'il faut que je désherbe aussi. Ça, c'est vraiment cool. Parce que bah, finalement, si je remplis 5 fois, ça veut dire que j'utilise 500 litres pour 150 boutures sur 1 mètre carré. Et ça, en fait, ça permet vraiment de faire des quantités de boutures. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a toujours la bonne humidité. C'est jamais trop humide et c'est jamais trop sec. Sauf si vous oubliez de mettre de l'eau en plein été. Il y a un moment où il faut quand même en avoir un petit peu. Mais si on voulait pouvoir arroser que tous les mois, parce qu'on aime bien prendre un mois de vacances en été, il ben, faudra avoir simplement une réserve d'eau un peu plus grande. Au lieu d'avoir 100 litres, ben, mettez 200 litres. Au lieu d'avoir une hauteur de palette ou une hauteur de drain agricole, vous en mettez 2 et vous pourrez partir 1 mois en vacances. C'est de la boulette quand même quand tu es pépiniériste de pouvoir partir en été en te disant tout le monde est bien arrosé et je reviens, tout le monde a poussé quoi. 1 mois en vacances en été, c'est de la boulette. Yes, nous voici dans le jardin forêt qu'on appelle jardin forêt conservatoire. C'est le premier qu'on a lancé ici, c'est une des premières parcelles qu'on a aménagées. On a commencé ici par planter une vingtaine d'arbres, là c'était en 2016. Donc on était tout excités, on venait d'arriver sur le terrain, bam, on plante des arbres. Et par contre, mauvaise surprise, au printemps, sur la vingtaine, il y en a 0 qui repartent. On se dit, oula, il nous manque quelque chose. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Le terrain, là, nous parle. Il nous dit que c'est pas possible de planter directement comme ça. Pourquoi? Toujours cette tendance hygromorphique. En fait, les arbres étaient morts pendant l'hiver, asphyxiés. Asphyxie racinaire, trop d'eau. Donc 2017, on tombe une partie de la ruine qui était sur place, on fait sauter une dépendance, et on s'est dit on va surélever tout ça, pour surélever les collets, pour éviter qu'ils soient noyés l'hiver. Donc on est venu creuser à 40-50 cm, on est venu mettre de la pierre dans ce trou-là, on est venu mettre du bois par-dessus la pierre, et puis on est venu remettre la terre par-dessus, une sorte de un peu hugel culture, mais avec quelque chose de un peu drainant ou réserve d'eau en dessous. Et on a planté dessus, et là, bonheur, début du printemps, tous les arbres qui repartent. Yes, trop cool. Et puis arrive l'été. Et en fait, on avait fait des buts
qui était trop pentue et qui du coup, chaque fois qu'il y avait un orage, l'eau ruisselait très rapidement sur les bords et arrosait pas efficacement toutes les plantes. Et donc, on a des plantes qui ont commencé à faire des descentes de cime, à abandonner leur partie aérienne pour repartir de la base. Et là, on s'est dit, bon, on n'a pas encore tout compris. Donc, la 3e année, on a fait le reste du champ en remodifiant encore le design, en faisant des cercles qui étaient plus larges, parce que là, vous voyez, on est sur des cercles qui sont assez petits, et finalement, quand ça commence à se densifier, ça devient plus difficile à entretenir. Donc, on s'est dit, donnons-nous plus d'espace, qu'on puisse passer la tondeuse au milieu, ou qu'on puisse au moins venir entretenir sans que ce soit trop étriqué. Donc voilà, ça c'est le test numéro 2, et le test numéro 3, on va pouvoir aller le voir un petit peu plus loin. Donc plus on avance, en fait, plus on va aller vers des zones de plus en plus extensives. Ici, c'est un petit peu plus intensif, et puis plus on avance vers le fond et des zones qui sont un peu plus éloignées, plus, moins il va y avoir de gestion finalement derrière, mais on met des plantes qui sont aussi adaptées à moins de gestion un peu plus loin. Là, les erreurs aussi qu'on a faites, c'est de ne pas planter les couvre-sols suffisamment denses dès le départ. Et ça, on se rend compte que derrière, après, gérer l'enherbement sur le moyen terme, ça devient compliqué. Dès qu'après il y a une canopée qui commence à s'installer, il y a beaucoup moins de graminées. Mais toute cette phase d'installation, en fait, il y a vraiment une concurrence qui peut être forte sur les graminées. Typiquement, on peut avoir des graminées qui poussent très très fort au printemps et qui ensevelissent nos petites méditerranéennes là, qui vont résister bien au sec et qui vont faire un microclimat trop humide, donc ombragé plus trop humide, et en fait nos plantes type hélicryse, thym ou sarriette, elles vont être noyées sous les herbes et elles vont pourrir sous les herbes. Donc il y a vraiment derrière, ça oblige au printemps à avoir un désherbage assez fort si on veut pouvoir conserver ces plantes, sauf si on les plante de manière suffisamment dense pour qu'elles occupent plus rapidement l'espace. Et ça, c'est des choses aussi qu'on a améliorées dans le temps sur les différents jardins forêts. On vous montrera par exemple le jardin des vignes, où là on a planté de manière beaucoup plus dense dès le départ, et en fait on a des meilleurs résultats et on a moins de soucis pour gérer l'enherbement, et ça fait moins d'emmerdement. Ce jardin forêt, il est très diversifié, mais c'est volontairement qu'on a mis énormément de diversité, tant au niveau des espèces qu'au niveau des variétés, parce qu'il y a vraiment une volonté d'expérimenter les plantes in situ, avec nos conditions, parce qu'on peut avoir tout un tas de connaissances théoriques des plantes, mais on a besoin de les éprouver aussi à nos climats, à nos conditions de culture. Donc il y a vraiment, c'est un jardin ressource pour observer, acclimater les plantes, et puis celle qui marche le mieux derrière, c'est de pouvoir les multiplier. Donc il n'y a pas vraiment un enjeu de production fruitière ici, il y a plutôt un enjeu de production de semences, de boutures, de greffons, de marcottes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment diversifié, et celles qui fonctionnent pas, en général elles sont mortes, donc on les multiplie pas. Et puis celles qui fonctionnent bien, et derrière on peut les multiplier avec l'organe de reproduction de la pépinière pour replanter ces mêmes choses sur la pépinière ou sur les différents jardins forêts qu'on a, ou aussi pour pouvoir en vendre pour les autres jardins forêts qui sont autour. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même des récoltes, il y a quand même des prunes, des pêches, des pommes, des poires, des kakis, et tout un tas de choses qui se picorent, des amélanges, des framboises, des mûres sans épines, de la vigne, de la kébia, des cornouilles. Voilà, il y a vraiment beaucoup de diversité, avec à chaque fois des associations avec les strates, des associations avec des légumineuses, des associations avec des fleurs aussi pour attirer les pollinisateurs, etc. etc. Et il y a un semblant d'organisation un peu à la Stefan Sobkowiak, avec des cercles où les arbres ont des données de maturité
qui sont un peu équivalentes, ce qui permet pour les récoltes de savoir à quel endroit aller en fonction de la saison pour pouvoir récolter. Là, on est sur des formes qui sont des cercles. On a fait ça, ça fait des espèces de gros cercles avec des impluviums. Donc on a une butte. Et puis un chemin à l'intérieur qui est plus enfoncé et un petit îlot central où ça fait une espèce de rond-point ou de donut, on peut dire aussi un peu fer à cheval un peu recourbé, ce qui permet que chaque goutte d'eau qui va tomber ici, ben, elle va pas partir vers l'extérieur, elle va rester au centre ici et puis elle va s'imbiber tranquillement. Et chose qu'on a aussi améliorée, c'est de faire des rigoles intermédiaires sur courbe de niveau sur les endroits où on avait des talus un peu pentus pour permettre l'installation aussi de plantes. Ici, c'est un jardin qui est quasi sans arrosage. On a la possibilité de faire venir l'eau ici. Là, il y a une conduite avec une pompe qui permet d'amener l'eau sous pression ici. Mais l'arrosage, ici, ça se fait au jet, plante par plante. Et surtout, les 2 premières années de l'installation, après, normalement, elle se débrouille. Donc, très peu d'arrosage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a modifié sur les haies où il y a vraiment un objectif de production, où là on est venu installer dès le début des gouttes à gouttes, parce qu'on se rend compte que jardin forêt comme ça prend du temps quand c'est à la rude et qu'il y a très peu d'arrosage, ça prend du temps pour pousser et sur les haies fruitières qu'on veut plus productives plus rapidement, ça vaut le coup d'amener un petit peu d'irrigation aussi pour gagner du temps. Il y a des couleuvres. Là c'est plutôt... Celle-là, on ne l'utilise pas pour arroser. Celle-là, c'est vraiment biodiversité. En fait, quand on est arrivé sur site, il manquait l'élément eau. Comme il n'y avait plus ces sources-là, il n'y avait pas cet élément eau apparent, à part la rivière tout en bas, mais trop loin ici. Donc ça fait partie d'une des premières choses, d'un des premiers gros chantiers qu'on a fait tous ensemble. C'est de se creuser un bassin comme ça avec de la géométrie sacrée, des trucs comme ça. Enfin, voilà, on s'est bien amusé. On a réutilisé beaucoup de pierres de la maison, mais pas que. On s'est amusé, on a mis un peu du basalte, des choses comme ça, des circulations. Enfin bref, on s'est amusé. Là, l'idée, c'est vraiment zone de biodiversité. Et puis, on a déjà vu, il y a toutes les hirondelles qui viennent boire le soir. Il y a à balles de grenouilles, il y a des tritons, il y a les hérons qui maintenant aussi s'arrêtent et font un stop ici. Bon, il n'y avait pas de poissons, mais il y a plein de grenouilles, il y a plein de vie, ça grouille, c'est vraiment chouette d'avoir un bassin comme ça ici, d'avoir un endroit d'eau. Et puis c'est un bassin qui est fait sans étanchéité, donc il n'y a pas de liner. Ça fait partie d'une des qualités de ces argiles qui sont pas forcément hyper gratifiantes pour planter des arbres, mais par contre pour creuser des mares, c'est assez cool. Et puis voilà, avec ce côté mur de pierre sèche, clé de voûte inversée, et des choses comme ça pour faire un bassin de diversité qui soit beau, esthétique, et qui ramène cet élément eau ici. Et puis après, par la suite, on a creusé un autre bassin où là, on a mis un liner, un EPDM, et dans lequel, là, on va pouvoir pomper. Et puis, ce bassin-là, quand il déborde, en fait, il déborde dans celui dans lequel on pompe, qui lui-même déborde après de l'autre côté pépinière. Enfin voilà, à chaque fois qu'on a un trop-plein, on se pose la question de où est-ce qu'on peut l'emmener, pourquoi est-ce qu'on va l'emmener là-bas, quel volume, quel débit il va y avoir. Et pour mettre en interaction, en interrelation aussi tous ces éléments d'eau et qui vont participer en fait à la régénération du paysage en produisant de la biomasse et du sol, mais aussi en produisant de la biodiversité parce qu'on en a besoin d'avoir tous ces régulateurs. Et là, à la pépinière, au mois de juillet-août, en fait, il y a plein de grenouilles qui viennent se balader et qui n'étaient pas là avant et qui sans doute viennent se balader en venant d'ici et se retrouvent à manger des limaces dans la pépinière alors que voilà, le bassin n'est pas juste à côté. Mais voilà, ça vient participer un petit peu à l'équilibre dynamique du lieu. Le jardin des vignes. Donc là, on est sur une parcelle de 5000 m².
alors un peu moins si on parle en surface utile, hein, bien sûr, parce qu'on a pas mal de chemin. C'est une parcelle qui est orientée, qui a pas mal de pentes et qui est orientée sud-ouest, plutôt abritée du vent. Donc on s'est dit, bah là, on va mettre plutôt des méditerranéennes, des choses qui aiment bien la chaleur. Et plutôt que de raisonner sous forme de haies très diversifiées, on va essayer de rationaliser un petit peu. Donc on est parti sur un design avec des baissières qui sont assez rapprochées. Là on est avec des espacements entre baissières qui font 5-6 mètres. Et on s'est dit, ben, on va mettre des vignes. Donc il y a 50% des plants ici, c'est des pieds de vigne. Et majoritairement, même quasi exclusivement, des variétés résistantes aux maladies. Parce qu'on n'est pas très chaud du traitement et on est sur des raisins de table aussi, parce qu'on n'est pas des gros buveurs de vin et qu'il y a vraiment une grosse demande sur du raisin de table. Là, on le voit dans les marchés, ceux qui ramènent du raisin, en général, ils font des marchés non pas de 4 heures ou 5 heures comme les autres. En général, ils font des marchés de 1 heure ou 2 heures et ils ont tout vendu. Donc il y a vraiment une grosse demande sur le raisin de table. Ici, on est proche. Il y a plein de vignobles là sur les coteaux du Vercors. Et on est plutôt sur des appellations Clairette de Die. Mais ici, on est un petit peu en dehors et puis on voulait vraiment aller sur du raisin de table. Donc voilà, on a mis, je sais pas, peut-être 80 variétés différentes résistantes aux maladies. Là, on est allé se fournir chez Beauharmise en Alsace. Là, pareil, super pépinière de passionnés sur les variétés résistantes. Ils sont allés en chercher sur tous les continents. Ils sont assez ouf. Par contre, on les a pas forcément sur des porte-greffes qui sont très vigoureux. Ils sont plutôt principalement sur du SO4, qui résiste plutôt bien au calcaire, mais qui donne pas une vigueur de ouf. Donc on est en train d'en regreffer, de prélever des greffons et d'en regreffer aussi sur du fer-cal, qui résiste bien au calcaire, mais qui lui va donner des lianes plus vigoureuses. Et là, l'idée, c'est d'expérimenter aussi la culture de la vigne sous différentes formes. Avec des cordons palissés comme ça, de manière assez classique, mais aussi avec des treilles en mode plutôt pergola pour tester aussi ces récoltes là avec des grappes qui pendent et qui vont fournir aussi une mi-ombre sur les allées pour pouvoir faire des récoltes un peu pas en pleine cagne. Et puis au pied des vignes, on est venu mettre des aromatiques. Des lignes d'aromatiques comme ça, que là on a de l'hélicryse, de la sauge officinale, mais sur les autres lignes, on va avoir aussi du thym, du romarin, de la sarriette, de l'origan, de l'hysope, de la lavande, en se disant que ces plantes aromatiques, elles produisaient des principes actifs et que ces principes actifs en général c'était antifongiques, antibactériens. Et qu'en fait, nos vignes, ce qu'on devait asperger dessus pour les maladies, c'était des antifongiques et des antibactériens. Donc là, on s'est dit, association plutôt, on va dire, chimique, de se dire, si on met des plantes aromatiques au pied des vignes, il y a peut-être possibilité pour que c'est un petit rôle aussi pour essayer de limiter les maladies. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ces aromatiques, en général, elles ont un feuillage qui est assez clair. Donc il y a un effet albédo, une réverbération quand on va avoir des lignes assez denses comme ça de la lumière, et donc on pourrait maximiser l'induction florale pour avoir plus de lumière aussi par le dessous. Voilà, et puis les aromatiques, la plupart des aromatiques sont aussi des plantes qui mycorhizent assez facilement. Et là, on est aussi sur des expérimentations et des essais pour essayer d'avoir quelque chose qui se tient et qui permette de répartir l'eau via les champignons. Donc voilà, on a designé aussi avec l'eau, mais en prenant un peu plus en compte les champignons sur cette partie-là, en se disant que tout autour, on avait de la forêt, on est entouré par de la forêt.
Et là, on a du chêne, du pin sylvestre, des aubépines, des cormiers, des merisiers et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc, il y a déjà une trame existante qui n'est pas forcément la même que nos trames mycorhiziennes pour nos plantes cultivées. Et pour nous, la vigne, c'est vraiment une sorte d'intermédiaire, de médiateur, de plante qui va pouvoir faire des ponts mycorhiziens aussi avec différentes trames. Voilà, ça, on a été un petit peu coaché par Hervé Covès, merci à lui, de nous apporter ces choses-là, et puis par d'autres passionnés de champignons aussi et de mycorhizes. Et voilà, au milieu de ces vignes, on est aussi venu mettre tout un tas de plantes qui vont jouer ce rôle de pont. Donc on est venu mettre des petits fruits, on est venu mettre des ronces, des houblons, du noisetier, des choses comme ça qui vont avoir aussi ce rôle de lien avec la trame et le milieu dans lequel on vient insérer toutes ces vignes. Et puis, dans les conduites de vigne, on aimerait bien aussi tester plein de choses, notamment de conduire les vignes dans des trognes. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui ont été expérimentées, mais qui se sont perdues. Donc, on a aussi mis des arbres spécifiquement à trogner pour faire des tuteurs de vignes qu'on puisse tailler à différentes saisons en fonction du besoin de lumière qu'on a, et puis qui permettent de ramener de la matière organique. Donc on a mis pas mal de fixateurs d'azote, mais pas que, type aulne de Corse, qui vont pouvoir aussi jouer ce rôle, mais on a mis aussi des saules, on a mis tout un tas de choses, de l'arbre à miel ou des trucs comme ça qu'on pourrait aussi utiliser de cette façon. Et puis on a mis aussi ces petits fruits et ces aromatiques pour avoir une récolte un peu plus précocement que les vignes. Et puis en plus de ça, on est venu rajouter des trames aussi de fruitiers. Alors il y a des fruitiers qui ont déjà commencé à produire, type des pêchers qui au bout de 2, 3, 4 ans commencent à donner des bonnes productions. Et on a mis aussi des fruitiers qui, eux, vont mettre plus 10, 15 ans pour donner. Donc il y a aussi cette notion de syntropie, pour ceux qui connaissent, de planter vraiment très dense et d'accepter et de speeder les successions végétales aussi en mettant tout au départ et puis après en venant faire du chop and drop. Et le chop and drop ici, on s'est dit ouais, mais on va pas faire du chop et puis drop directement dans ces allées qui sont assez faibles. Donc on a plutôt tendance à dropper dans les baissières derrière pour que les baissières se transforment en chemin. Donc sur chaque ligne, là, on a des petites baissières, pas énormes, mais qui permettent de répartir l'eau sur les courbes de niveau ici, et dans lesquelles on vient aussi tailler des branches et balancer des branches ici pour que, en fait, cette baissière-là, petit à petit, elle se comble avec de la matière organique qui va pouvoir se décomposer et garder son rôle de baissière, d'éponge, en fait. Et puis qui va servir aussi à pouvoir récolter et accéder à nos fruitiers plutôt côté amont de la pente. Donc c'est un petit peu ça. Et puis ces baissières, on se dit qu'elles peuvent être aussi multifonctions et que si on balance du bois et de la matière organique ici, forcément il y a des champignons qui vont se développer tout le long et qui vont pouvoir se connecter à nos différentes plantes. Si on a des intermédiaires, là par exemple un sureau, où il peut y en avoir encore d'autres, là, des intermédiaires, des mûres sans épines, juste là à côté, ou des noisetiers un petit peu de l'autre côté. L'idée, c'est aussi d'avoir ces trames mycorhiziennes qui se développent et qui font rentrer les champignons dans la prairie, et qui font rentrer les champignons le long de nos lignes fruitières qui font 50 à 60 mètres de long. Et pour ça, on s'est dit, ça serait encore bien de faire des ponts. Donc on a inventé un mot, ou peut-être qu'il existe déjà, je ne sais pas, les mycoducs. Comment est-ce qu'on fait des ponts à champignons? Parce que la parcelle, là, on a fait un chemin qui permet d'accéder et de faire le tour de la parcelle. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer des champignons
qui serait ici, là, au pied de ce chêne ou de cette rosacée. Là, on a un églantier. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer ces champignons-là ici pour qu'ils aillent se connecter aux autres rosacées ou aux autres plantes qui sont sur notre haie fruitière? Et là, on s'est dit, mais c'est simple. Il suffit de creuser notre chemin sur 50-60 cm de profond et de venir y mettre du bois. Ça peut avoir plusieurs effets. Ça permet de récolter les eaux de pluie qui ruisselleraient là sur le chemin, parce que c'est un sol qui est un peu compacté. On roule dessus avec le tracteur ou avec d'autres engins. Donc, on peut avoir du ruissellement avec une grosse pente. Et ben, creusons des tranchées pour conduire l'eau dedans, et puis on les remplit avec du broyat. Et comme ça, si les champignons veulent venir, ils ont au moins un milieu qui est humide avec du bois pour pouvoir se développer et venir rentrer après dans nos baissières et alimenter derrière nos lignes. Et il faut savoir que les champignons, c'est les rois pour prospecter de grands territoires. Et le plus gros organisme sur Terre, c'est pas une baleine, hein, c'est les champignons. Et derrière, pouvoir distribuer l'eau et les minéraux à nos plantes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on expérimente tout en même temps sur ce jardin des vignes. Et là, contrairement aux autres parcelles, on est venu, pour faire en sorte que ça produise plus vite, on est venu préparer les trous de plantation à l'avance. On a fait des bons trous de plantation, on a rajouté du charbon, enfin du biochar, on a rajouté du fumier, et puis on a laissé travailler ça avec du foin pendant 1 an, et puis derrière on est venu planter, et très rapidement derrière aussi on est venu mettre du goutte à goutte. Donc on a mis 2 lignes de goutte à goutte, une au pied des vignes et en sommet des aromatiques, et une sur les lignes d'arbres. Et tout ça, c'est alimenté par gravité sans pompe, parce qu'on a mis une cuve en point haut du jardin des vignes, et en fait, juste avec une pile de 9 volts, ça pilote les électrovannes et ça m'ouvre, je peux pianoter dessus et faire en sorte que ça ouvre les différents gouttes à gouttes. Et là, en pleine canicule, sur des durées d'arrosage qui sont grosso modo de 1 heure, 1 heure et quart par semaine par ligne. Et ça se fait automatiquement, juste avec une pile de 9 volts, c'est génial, c'est un truc de ouf quand même. Ça allège beaucoup l'irrigation, et là on fonctionne vraiment avec des choses qui sont plus linéaires aussi que le jardin forêt conservatoire, et avec plus de rationalité, c'est-à-dire que sur une ligne, les fruitiers, ou sur 2 lignes, des fois on les a décalés pour avoir le nombre, on va avoir les mêmes variétés pour pouvoir avoir des récoltes plus conséquentes, de manière un peu plus synchrone. Donc voilà, un peu plus de rationalité, plus de densité, plus d'accent mis sur les champignons et sur ce qui se passe au niveau mycorhizien, et plus d'attention sur les trous de plantation et l'arrosage. Et en fait, on se rend compte que un jardin forêt qui a été planté 2 ans ou 3 ans plus tard que les autres jardins forêt, là sur la pépinière ou sur le jardin conservatoire, en fait, il est en train de rattraper ces 2-3 ans. Donc voilà, c'est vraiment encourageant. Et puis après, on a mis un petit peu d'excentricité aussi là-dedans. On a rajouté quelques petits trucs pour faire des fioritures, tester et continuer à améliorer la biomasse, la biodiversité qu'on a là-dedans. Mais on a quand même quelque chose d'un peu plus rationnel et d'un peu plus rectiligne que sur les autres parcelles, dans l'idée de pouvoir derrière sortir des paniers aussi de fruits type AMAP fruitière. C'est ce qu'on aimerait bien faire. Voilà, c'est en train de se mettre en place tout doucement, mais on est plutôt enthousiaste sur ce que ça donne. Et peut-être juste avant de faire la conclusion, on va passer par une petite parcelle pour voir comment c'était avant, pour vous donner une idée de ce qu'on avait avant de faire ces aménagements et ces plantations. Voilà, ça vous donnera peut-être une image, mais en tout cas, nous, ça nous encourage vraiment à être dans la régénération et d'être dans la transmission justement de cette régénération, parce qu'on expérimente, on voit qu'il y a des choses qui ont l'air de marcher vraiment bien.
Mais voilà, on est enthousiaste de suivre la suite et puis de voir ses croissances. Et puis il y a un moment où on va être submergé par les fruits, donc on aura besoin de vous, quoi. Pour illustrer un petit peu les prairies maigres calcicoles qu'on a ici, là, sur ces... C'est des choses où en fait on peut sortir un peu de foin, mais c'est quand même pas énorme. C'est des prairies à orchidées, alors elles sont très riches en biodiversité, plein de papillons, plein d'insectes, plein de pollinisateurs, c'est super chouette. Mais au niveau de la production de biomasse en soi, c'est pas si énorme. Donc nous, notre idée, en agissant sur l'eau et sur cette topographie, là, en faisant des terrassements, en faisant des baissières et en faisant nos aménagements, c'est vraiment de booster la production de biomasse pour que ça bénéficie derrière à notre production. Et on est plutôt sur de la production de jardins-forêts, donc il y a une production fruitière, mais pas que. Il y a aussi des productions d'aromatiques, de plantes médicinales, production de biodiversité. Et en fait, tout ça, on le voit dès en amont avec la gestion de l'eau. Et derrière, c'est les plantes. Il suffit derrière, après, de mettre les bonnes plantes aux bons endroits, les bons espacements, la bonne densité, et c'est parti. Et en fait, c'est des systèmes qui sont complexes, mais ça sert à rien d'attendre d'avoir toute la complexité du système. C'est aussi ça qui est beau dans ces systèmes où on va mimer ce qui se passe dans les milieux naturels. C'est qu'en fait, il y a des choses qui nous échappent et qui se mettent en place et qu'on ne peut pas anticiper. Et ça sert à rien de vouloir tout mettre sur le plan dès le départ. Il faut commencer par un bout, il faut avoir quand même une structure et une ligne directrice qui va vous guider sur l'établissement de vos jardins-forêts. Mais n'attendez pas d'avoir tous les éléments en main pour commencer. Commencez petit, et puis petit à petit, vous allez apprendre de votre terrain, vous allez apprendre des plantes, vous allez apprendre de votre milieu, et vous allez pouvoir jardiner de manière plus large, pas uniquement votre parcelle aussi. Moi, je jardine ici sur les parcelles de la pépinière des alvéoles, mais en fait, je jardine aussi dans plein d'autres endroits. Je jardine le long des chemins de randonnée, je jardine sur des espaces municipaux, je jardine chez d'autres personnes pour leur donner des conseils et les aider à aller dans cette démarche aussi de régénération. Et c'est ça qui va faire la force aussi du mouvement de la régénération. C'est d'avoir des endroits comme ça qui expérimentent, qui testent et qui se mettent en relation les uns avec les autres, que ce soit interfrontières, j'ai envie de dire, ou que ce soit votre voisin qui est juste à côté. Il y a toujours des ponts à faire aussi, et ça c'est hyper motivant, c'est hyper stimulant pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, à échanger avec d'autres qui sont à côté de vous ou un peu plus loin, qui se sont déjà lancés avec vous, qui sont déjà lancés avant vous, je veux dire, et vous allez apprendre énormément. Et puis c'est le chemin en fait qui est chouette. Le résultat est super chouette quand on arrive à récolter des paniers et des paniers de légumes, de fruits, de fleurs, d'aromatiques et de racines et de choses comme ça. C'est top. Mais en fait, c'est le chemin, c'est le processus qui est aussi génial. Et c'est quelque chose qui est évolutif. Et pour moi, c'est ça qui me fait vibrer aussi au quotidien et qui fait que je continue à planter et qui fait que je continue à vouloir transmettre aux autres. Et au départ, j'étais plus pour parler très personnellement, j'étais plus dans une situation de repli, de comment est-ce que je fais pour avoir moins d'impact sur la planète, sur l'environnement qui est autour. Et aujourd'hui, en fait, ça a switché. Je suis plus en mode, mais comment est-ce que je fais pour maximiser maintenant que j'ai un petit peu des clés de lecture du paysage et de la régénération? J'ai plutôt envie de le maximiser, et ça change beaucoup de choses aussi au niveau de l'énergie intérieure. Quand on se lève le matin et qu'on a envie de dire, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer le monde et de quelle manière je vais faire en sorte que c'est le plus d'impact possible. C'est pas la même chose que de se dire comment est-ce que je vais faire pour consommer le moins de ressources possible et faire le moins de dégâts possible. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir cette pensée-là aussi globale d'un monde qui se détériore avec des problèmes dramatiques, de la perte de biodiversité, de la perte de sol, des sécheresses, des canicules, des incendies, etc., etc. Mais malgré tout, ce côté positif de se dire je maximise mon action, c'est juste un moteur juste énorme. Donc allez-y, faites-vous plaisir et ayez la banane en faisant ce que vous faites.
Yes. Eh ben, mes permapotes, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai pas mal parlé. Ça va faire un certain nombre de minutes, voire d'heures. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos, vous pouvez aller voir sur le site alvéole.fr. On vous met le lien en dessous de cette vidéo. Et puis bah là, dans l'actualité, il nous reste encore quelques places pour le CCP du mois de juillet qu'on va faire avec Perrine du Bec et Loin. Donc voilà, ça va être encore une belle expérience qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et puis bah voilà, on a tout un tas de formations qui sont à venir aussi. On a des formations en ligne. Donc je vous les ai citées. Il y a la formation jardin de pluie qui est en cours. Il y a la formation jardin-forêt. Il y a la formation permaculture humaine, potager, permacole. Tout ça, évidemment, vous le retrouvez sur le site. Et puis, bah, si vous êtes intéressé là pour la pépinière, bah, il faudra venir chercher les plantes ici. Nous, on fait pas d'expédition. On préfère qu'il y ait des pépinières qui se développent de partout dans la France. Et voilà, on est vraiment pépinière école. Donc il y a des gens, on lance là vraiment des cycles de formation aussi pour des gens qui veulent se lancer comme sylvanier, comme pépiniériste. Tout ça, vous le retrouvez sur notre site. Et puis au plaisir de vous revoir ici, de te revoir toi aussi, Constantin. Et puis planter, utiliser l'eau, utiliser les éléments, utiliser votre téléencéphale hautement développé, votre pouce préhenseur pour faire de belles choses et aggrader les paysages. À bientôt les permapotes.